La séance passée, on a vu 4 pages qui composent le formulaire de déclaration de revenus de 2020 pour le Québec. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'il comporte la déclaration de revenus et de prestations. Ils n'ont pas le même titre. Le Québec, c'est déclaration de revenus. Le fédéral, déclaration de revenus et de prestations. Malheureusement, comme je l'avais déjà mentionné tout à l'heure, la déclaration concernant l'année d'imposition 2020, il n'est pas en ligne, n'est pas encore disponible. Donc, on va travailler sur la déclaration de 2019. Comme l'autre déclaration du Québec, donc il y a une partie que je trouve mieux détaillée, mieux présentée que sur le formulaire du Québec. Donc, c'est une partie d'identification et autres renseignements. Là, vous avez le nom, prénom, etc. Donc, ces formulaires-là, après l'examen intra numéro 2, on va les attaquer, d'accord? On va les utiliser. S'il vous plaît, téléchargez les déclarations de revenus, téléchargez le guide qui va vous expliquer chaque case, chaque ligne, chaque numéro pour qu'on avance, d'accord? Donc, c'est ça. Pour ce qui est guide et déclaration du Québec, je les ai déjà déposés dans l'IA. Donc, vous avez information, identification des contribuables. Ben, je ne vais pas répéter la même chose, donc ça, vous le connaissez. Vous pouvez revenir à la déclaration 2019 que j'ai déposée. S'il n'est pas déposé, s'il vous plaît, vous nous en informez et je vais essayer de les déposer. On met un courriel, d'accord? On fait un courriel. Quand vous mettez un courriel, parfois, il y a des clients qui ne veulent pas fournir leur courriel. Donc, il faut juste poser leur question. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on inscrive votre courriel? Parce que le courriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire une disparition de la paperasse. On ne va pas vous envoyer les correspondances avec cotisation, les allocations canadiennes pour enfants, etc. On va vous envoyer tout ça via votre courriel. Quel est votre état civil? Marié, conjoint, veuve, divorcé, séparé, célibataire. Renseignements sur le lieu de résidence. Au 31 décembre, vous étiez où, etc. Si vous n'étiez pas ici toute l'année comme résident, donc soit départ, soit arrivée, donc vous allez indiquer le mois et le jour. Je vous ai déjà expliqué ça, c'est très important. Ça, c'est pour une finalité de statistique. Deuxièmement, pour les crédits d'impôt qu'on donne pour 12 mois, comme montant de base personnelle ou le montant de déficience prolongée. Donc, si vous mettez pas la date et le nouvel arrivant est arrivé au Canada et resté au Canada 3 mois ou 4 mois au 31 décembre, ben, si vous ne faites pas ça, il va bénéficier de la totalité des montants de base personnelle et c'est un calcul qui sera erroné à la fin. D'accord? Après, nous avons une question concernant Élections Canada. Quand on vous pose la question, est-ce que vous êtes citoyen canadien ou citoyenne canadienne, est-ce que vous avez la citoyenneté canadienne? Si oui, il faut répondre à la question numéro B par oui ou non. Car quand vous dites je suis citoyen canadien ou citoyenne canadienne, ben l'Agence Revenu Canada, il vous demande est-ce qu'on peut communiquer vos informations à Élections Canada pour mettre à jour vos informations déjà existantes ou bien pour une création de votre dossier à l'intérieur de la base de données. D'accord? Il y a aussi un autre registre qu'on appelle registre des futurs électeurs. Si vous avez un âge qui se situe entre 14 ans et 17 ans. Ça, c'est pour les Indiens qui sont régis par la loi sur les Indiens.
les biens étrangers. Regardez la question. Est-ce que vous possédez des biens étrangers déterminés? Il y a les biens étrangers déterminés. Il y a une liste. Donc, je vais noter ça pour vous envoyer la liste. Comme ça, quand vous faites une préparation d'impôt, vous aurez la liste devant vous et vous allez demander, est-ce que vous avez des biens à l'étranger dont la valeur dépasse 100 000 dollars canadiens? D'accord? Donc, on voit liste des biens déterminés. Ben, si vous répondez par oui, ben, il y a un autre formulaire, le T1135, qu'il faut remplir. D'accord? Si vous ne remplissez pas, il y a des pénalités importantes à infliger à tout contrevenant. Là, on arrive à la fameuse première partie qui est la totalisation des revenus gagnés. Attention, attention, attention. Il faut toujours savoir quels sont les revenus qui sont déclarables et quels sont les revenus qui ne sont pas déclarables. C'est très important. Parfois, il y a des clients qui vont vous ramener les enveloppes, des enveloppes là où il y a à l'intérieur les avis de versement des allocations pour enfants. Il va vous ramener une pièce qui justifie qu'il a eu un héritage, qu'il a gagné dans une loterie. D'accord? Donc, tout ça, ce n'est pas des revenus déclarables. C'est des revenus, bien sûr, mais on ne va pas les déclarer. Je me rappelle, il y a pas mal de gens, surtout des gens qui ont fait des études, ils ont oublié de nous informer qu'ils avaient perçu des bourses. Dans leur esprit, dans leur tête, une bourse, ce n'est pas un revenu. Bon, on m'a donné une bourse pour étudier. Je n'ai pas travaillé. Je ne suis pas dans une usine, je ne suis pas dans une entreprise. Je suis dans l'université, dans le collège. Et c'est faux. C'est un faux raisonnement. D'accord? Les bourses, ce n'est pas quelque chose qu'il ne faut pas déclarer. Il faut le déclarer. Il faut déclarer la bourse, sauf qu'il n'est pas imposable. Okay? Il n'est pas imposable. Dans le fédéral, on ne les déclare pas, sauf si vous êtes en temps partiel et il y a une petite exemption, tout ça, on va le voir après. La ligne 101. Vous savez, les anciens formulaires, il y avait juste 3 chiffres comme numéro de case ou bien numéro de ligne. D'accord? Mais à partir de 2018, bah, on a ajouté les 2 chiffres, 2 zéros. Il y a le relevé d'emploi, revenu d'emploi. Quelqu'un qui est salarié, il y a un revenu. Ça, je ne vais pas détailler parce qu'on l'a vu dans la déclaration concernant le Québec. Autre revenu d'emploi. D'accord? Si on va aller dans le guide 104, on peut voir autre revenu d'emploi. Par exemple, on peut trouver les différentes, comment dirais-je, les différentes prestations d'assurance, assistance sociale, indemnité de francisation, les paiements des quelques fournitures scolaires pour les gens qui sont sous l'aide sociale, sous le bien social, etc. De toute manière, le détail se trouve, si vous prenez le guide, vous allez trouver le détail, attendez, pour la case 104. Cherchez la ligne 104 et vous allez trouver, attendez, je vais juste vous montrer ça, ce ne sera pas long. Le fédéral, je vais chercher le fédéral, ce ne sera pas long. Donc, le coût, formulaire, voilà le guide. 101, 101, très bien. Donc,
Donc, regardez, vous voyez, ça c'est le guide. Vous avez des lignes, et chaque ligne, on vous explique de quoi s'agit-il. 113, 114, 115, les pensions, fractionnement, 116, 117, etc. Donc, le guide, si jamais vous désirez comprendre la case, ici nous avons fédéral, vous désirez connaître qu'est-ce que je dois mettre dans cette case-là, il faut juste revenir, aller chercher dans le guide et vous aurez assez d'informations explicatives pour ce que vous êtes en train de chercher. Pension de sécurité de la vieillesse. C'est une pension qu'on donne à toute personne qui va atteindre l'âge de 65. Même si vous n'avez jamais travaillé, ben, on va vous accorder ça. Il y a des plafonds et des conditions. On pourrait en parler un jour. Okay? Sinon, je peux vous envoyer une documentation pour les lire. Les prestations, la pension, ce qui est retraite de pension de Canada ou bien la retraite Québec. Prestation d'invalidité, quelqu'un qui a eu un accident et après, il ne peut plus travailler. Il y a une invalidité permanente, prolongée, donc il va recevoir une prestation, ben, il faut déclarer cette indemnité. Prestation universelle, on a déjà parlé la dernière fois. Prestation assurance emploi, les dividendes, les revenus nets d'entreprise de personnes, sauf sur non collectif, par exemple. Revenus de location, si vous avez des maisons que vous louez et qui vous génèrent des revenus, donc il faut les déclarer. Bourse, vous voyez la case 130, bourse d'études, de perfectionnement et d'entretien. Généralement, c'est ce qui est déclarable, c'est ce qui est en temps partiel. Maintenant, pour ce qui est revenu d'un travailleur indépendant, revenu d'entreprise, profession libérale, médecin, architecte, avocat, etc., commission, revenu d'agriculture, de pêche, indemnité pour accident du travail. Je l'ai déjà expliqué l'autre fois. Il y a quelqu'un qui va faire, c'est pas lui qui va faire, mais qui a eu un accident de travail. Il y a un organisme qui va vous donner des indemnités en attendant votre rétablissement. Donc, pour le Québec, le seul organisme qui envoie ces indemnités, c'est la CNESST, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. On va vous donner un document, un feuillet, le numéro T5007. Maintenant, on peut avoir un accident sur la route. On peut avoir un accident sur la route. Si vous êtes au Québec, donc c'est la Société d'assurance automobile du Québec qui va vous verser les indemnités. Et vous aurez le même feuillet T5007 dans lequel on va indiquer le total des indemnités que vous avez perçues suite à un accident sur la route. Et le même document, le T5007, tout ce qui est assistance sociale, vous allez trouver le montant dans ce document. Donc, mes amis, on arrive à la ligne 150. C'est le revenu total de tous ces revenus-là. D'accord? Donc, dans l'examen, il faut toujours avoir devant vous ces tableaux-là parce que je vais vous donner des montants en désordre. D'accord? En désordre. Ben, il faut savoir comment les mettre. On l'a fait dans le cas numéro 3 et il faut connaître la logique de l'ordre. Il faut savoir, comme le cas numéro 4, qu'on va corriger ensemble, il faut savoir ce montant-là, ou est-ce que c'est une déduction
Est-ce que c'est autre déduction? Est-ce que c'est un crédit d'impôt remboursable, non remboursable? Est-ce que c'est une cotisation? Est-ce que? D'accord? Donc, revenu total, il est terminé. Est-ce que vous avez des questions sur la partie du revenu total? Moi, j'essaie d'expliquer un petit peu rapidement, sans entrer dans le détail, juste pour pouvoir finir tôt et passer à la correction de l'étude de cas numéro 4. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? On a terminé le revenu total. Tourner au formulaire pour le finir le plus tôt possible. Donc, on a un revenu. D'accord? Le revenu, maintenant, on va essayer de chercher d'autres choses qui vont comment dirais-je, réduire le revenu pour que le revenu imposable ne sera pas un fardeau. Il y a par exemple des déductions pour régime de pension agréée, comme le Québec. Je l'ai expliqué, donc je ne vais pas répéter la même chose. Les déductions pour les RIER, regardez juste celui-là, après l'examen, je vais vous consacrer 1 heure pour ce type. C'est très important. C'est très, très important et 90%, les gens commencent maintenant à chercher les déductions chez les régimes enregistrés d'épargne retraite. En grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez chercher une retraite privée. Une retraite privée, c'est une pension privée. Chez les banques, chez d'autres institutions non financières. Et le montant que vous allez payer, il est entièrement considéré comme déduction. Il n'y a pas de pourcentage. Si par exemple vous achetez hier $20 000, vous allez mettre $20 000. D'accord? À condition que vous allez laisser ça dans la banque. Si jamais vous retirez un montant, par exemple, ici vous avez déclaré 50 000, l'année prochaine vous avez retiré, par exemple, 25 000. 25 000, il sera considéré comme un revenu imposable. OK? Donc, le régime d'épargne, régime enregistré d'épargne retraite, je vous le conseille tant que vous êtes jeune. Très important, ça va un petit peu compenser. La pension de retraite Québec, il est très minime, très faible. C'est des miettes. D'accord? Après, nous avons la cotisation de l'employeur à un régime de pension agréée collective. Si jamais l'employeur il cotise avec vous dans une autre pension qui est agréée, c'est-à-dire autorisée, il est considéré comme une déduction. Cotisation annuelle syndicale professionnelle, on l'a déjà vu, sauf qu'au Québec, on prend juste 10%. Au fédéral, c'est 100%. D'accord? Au Québec, c'est 10%, crédit d'impôt non remboursable, mais ici, ce n'est pas crédit d'impôt non remboursable. Ici, c'est carrément la cotisation, elle est carrément, entièrement une déduction. Frais de déménagement, j'ai déjà expliqué l'autre fois. J'ai dit que si vous avez déménagé un minimum de 40 km pour étudier dans un programme postsecondaire, ou bien pour travailler, ou bien pour travailler comme autonome. Là, vous avez le droit à déduire le montant total que vous avez dépensé, mais il y a un plafond, il ne faut pas que ça dépasse la ligne de revenu, votre revenu net. D'accord? Le revenu net, le frais de déménagement ne doivent pas dépasser le revenu net. Donc, j'espère que vous êtes en train de prendre des notes. Quoi d'autre? Pension alimentaire payée. Quand vous allez payer une pension alimentaire pour enfants, d'accord? La maman qui va recevoir la pension alimentaire payée pour enfants,
il n'est pas un revenu, mais la pension alimentaire destinée à la conjointe, elle est déclarable, c'est un revenu. Pour l'enfant, il faut avoir une entente signée entre les couples divorcés ou séparés, ou bien un jugement d'un juge, un jugement d'un tribunal. Ça, vous allez trouver plus de détails sur le guide. Les frais financiers et frais d'intérêt, j'en ai déjà parlé, les frais engagés dans une action judiciaire, engagés pour créer une société, engagés pour votre comptable, un conseiller pour un placement, etc. Et d'ailleurs, vous allez trouver le détail. Vous allez dans le guide, chercher 2200, directement chercher 2200, vous allez trouver le détail. Les cotisations retraite fédérale, donc régime de pension Canada, c'est le fédéral, et retraite qui est obligatoire pour toutes les provinces, sauf le Québec, il a son propre régime de retraite. Régime de pension, de prestation, assurance parentale, donc comme le cas pour le Québec, RQAP, donc c'est une déduction aussi, les cotisations. Autres dépenses d'emploi, comme les outils. Si vous achetez des outils pour travailler, ça est considéré comme une dépense engagée pour gagner, pour faire sa job. Sauf qu'il faut avoir un formulaire qu'il faut signer par l'employeur. En 2021, aussi, parmi les nouveautés, mes chers amis, il y aura une déduction relative aux dépenses de télétravail. Donc, quelqu'un qui travaille à distance, comme mon cas par exemple, on est considéré par cette nouvelle déduction. Il y a deux méthodes pour la calculer. Je vais vous envoyer le détail. Il y a la méthode la plus simple, on appelle méthode fixe. La plus simple, c'est que vous aurez un maximum. Vous pouvez mettre vos dépenses sans fournir de pièces justificatives, mais vous avez un maximum de 400 $. D'accord? Donc, raison maximum, c'est 200 jours, chaque jour à 2 $. Il y a l'autre méthode qui est un peu compliquée, il y a beaucoup de calculs, mais il faut avoir des pièces justificatives. Il faut s'attendre à ce que les agents des Revenus Canada au Québec vont visiter votre domicile pour voir est-ce qu'il y a un bureau. Travailler dans un salon, ce n'est pas un bureau. Il faut qu'ils voient un bureau avec table, chaise, ordinateur, imprimante, un vrai bureau à l'intérieur de votre domicile. Les déductions pour les gens qui travaillent dans les forces canadiennes et les forces policières, donc il faut aller voir ça dans le guide, allez-y chercher le numéro 24400. Moi, je ne peux pas voir avec vous tout ça parce que ça demande 6 mois ou 4 mois. Donc, le guide va faire l'affaire. Les gens qui habitent dans des régions lointaines, dans les régions éloignées, eh ben, ils auront une déduction à condition de remplir le formulaire T2222. Donc, allez-y chercher 255 si vous voulez savoir ça. Il y a d'autres. Donc, une fois j'ai pris le revenu total. Regardez, on va monter. Nous avons le revenu total 150. Après avoir fait les déductions et les rajustements, on a la ligne 236 qui est revenu net. Donc, revenu net, moins ces autres déductions, ça va donner revenu imposable. D'accord? Donc, revenu total, moins revenu net, moins quelques déductions et rajustements, c'est le revenu imposable. Ça, on l'appelle impôt fédéral. Avant, on l'appelait annexe 1. D'accord? Cette page-là, ou bien ce tableau, va
comporter les crédits d'impôt non remboursables. D'accord? Ici, nous aurons les crédits d'impôt non remboursables. D'accord? Le premier, c'est le montant personnel de base, qui est 13 229. Ça, c'est pour 2019, OK? Donc, chaque année, il est indexé et on le change. Vous avez un montant pour, c'est comme le Québec, hein? Montant pour époux, etc., personne admissible, aidant naturel, cotisation assurance emploi de l'employé, c'est-à-dire le salarié, les cotisations du salarié dans le régime, régime québécois d'assurance parentale, RQAP, etc. Donc, tout ça, vous allez le voir, vous avez le guide, vous avez les formulaires. Montant pour l'achat d'une habitation aussi. Frais d'adoption, il y a un maximum. Au Québec et au fédéral, c'est le même, c'est 10 000 $, mais il faut avoir des conditions, bien sûr. Il faut remplir. Quoi d'autre? Il y a intérêt payé sur vos prêts étudiants. C'est la ligne 31 900. Les frais de scolarité, il faut remplir l'annexe 11 et pour le Québec, l'annexe T. Frais de scolarité de vos enfants qui vous ont été transférés. À la fin, vous aurez les montants que votre femme a transférés. Si jamais elle ne va pas en bénéficier, ben, elle va les transférer à son mari pour qu'il augmente le total de son crédit d'impôt non remboursable. Et d'ailleurs, dans le logiciel, vous allez le voir, il y a une option qu'on coche qui est l'optimisation fiscale. Ce logiciel est plus intelligent que l'être humain. Il va faire rapidement et dans un laps de temps, il va voir lequel des deux il aura besoin de tel crédit, etc. D'accord? Après, vous avez les frais médicaux. Vous voyez, les frais médicaux aussi. Vous avez voilà, les frais médicaux. Et le total de tous ces crédits d'impôt non remboursables, il y a un pourcentage qui est de 15%. Alors que au Québec, frais médicaux, intérêts payés, etc., surtout frais médicaux, c'est 20%. Le Québec, le fédéral, c'est 15%. Le don, il faut remplir l'annexe 9 et le calcul que vous avez trouvé dans l'annexe 9, il va vous dire, écoutez, ce chiffre-là, ce montant, allez l'inscrire sur la ligne 34 900 et vous aurez le total des crédits d'impôt non remboursables. La partie suivante concerne le calcul de l'impôt. Ce que vous avez trouvé ici, supposons que vous avez trouvé, attendez, nous avons en haut, on a calculé le revenu imposable. Vous le voyez, la ligne 26 000. Supposons que vous avez trouvé 37 000. Vous voyez, ici, on dit qu'il faut mettre le montant qui ne dépasse pas 47 000. Vous allez mettre votre revenu imposable. Vous voyez, inscrivez votre revenu imposable. Vous allez le mettre ici. Cette ligne moins cette ligne vous donne une ligne. La ligne 39 moins la ligne 40 ne peut pas être c'est normal. Mais généralement, si vous faites 47 moins 30 000, ça va vous donner par exemple 17 630. Vous allez mettre ici. Vous allez le multiplier par 15%. Et bien, ça, c'est l'impôt qu'il faut payer. D'accord? C'est l'impôt qu'il faut payer. Si jamais vous avez, par exemple, 98 000, vous allez mettre ici dans cette ligne 38, il faut mettre
98 000 parce qu'il se situe, il est entre 95 000 et 147 000. Le taux, c'est ça moins ça. Vous avez le taux de 26%. Vous le calculez, il faut ajouter la ligne 44, d'accord? 16 900. Supposons que vous avez 400 000 par année. 400 000, c'est le revenu imposable. Il est dans la ligne 38, on le met ici. Pardon, la ligne 39, on le met ici, 400 000, moins 210 000, la ligne 40. Ce qui reste, le résultat multiplié par 33%, on le met dans la ligne 43 et on ajoute des montants fixes qui sont 48, 719 et le 45 égale l'impôt fédéral à payer. La ligne 45, toujours, on va la mettre ici dans la ligne 46. Vous voyez, inscrivez le montant de la ligne 45. Ça sert à cet objectif-là que les lignes sont utilisées. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On prend cet impôt-là à payer. L'impôt à payer n'est pas encore net, juste impôt à payer. On va déduire le total des crédits d'impôt non remboursables selon la ligne 37, elle est là, d'accord? Elle est là, total des remboursements, des crédits d'impôt non remboursables, et vous aurez à la fin impôt net à payer, d'accord? Il y a d'autres crédits d'impôt qu'il faut déduire aussi, par exemple, crédit d'impôt contribution politique, crédit d'impôt relatif au fonds de travailleurs, crédit d'impôt d'investissement, etc. Maintenant, nous avons déjà calculé l'impôt fédéral net à payer. Donc, voilà ce que vous devez payer. Maintenant, l'État, ou bien le fédéral, vous demande de calculer les remboursements dont vous aurez droit. Supposons l'impôt fédéral, c'est 6 000 $. Voilà les remboursements. Non, les crédits d'impôt remboursables. On met l'impôt qu'on a calculé qui est 4 000. Il est là. D'accord? Elle est là. La ligne 64. Si jamais vous êtes un travailleur autonome et vous avez payé la cotisation à l'assurance emploi, vous mettez, c'est un remboursement qu'on va vous rembourser, vous mettez ça dans la ligne 4220. Si jamais vous avez fait un remboursement pour l'aide sociale, donc vous avez pris un plus et vous allez le rembourser. On peut le mettre ici. Maintenant, pour le Québec, il y a une très bonne chose pour le Québec. C'est quoi? C'est que le Québec, on donne ce qu'on appelle un abattement, d'accord? On donne un abattement de 16,5. Sur quel montant? C'est la ligne 53. Elle est là. Attendez. Impôt fédéral. Attendez. Oui, exactement. Elle est là. 53. D'accord? Impôt fédéral de base. Vous prenez 16,5%. D'accord? Et vous l'inscrivez ici dans la ligne 44,30. Ce qu'on appelle abattement du Québec remboursable. D'accord? Quoi d'autre? Si vous avez payé des surplus à un montant en trop, concernant l'assurance emploi, concernant assurance emploi, oui, ça, vous allez l'utiliser comme remboursement, crédit d'impôt remboursable. Je cherche autre chose. Crédit d'impôt de fourniture scolaire d'éducateurs admissibles. Si vous êtes un éducateur dans le primaire, préscolaire et le secondaire, je crois, il faut juste regarder la ligne 46900. On vous rembourse 15% avec un maximum de 1 000 $. Donc, les fournitures, les dépenses que vous dépensez pour effectuer votre travail.
Il y a aussi, la nouveauté, c'est que on a changé, il y avait une prime, comme une prime de travail que donne le fédéral aux gens qui sont sur le marché du travail. On a modifié le nom et c'est devenu maintenant allocation canadienne pour les travailleurs, ACT. Il faut remplir l'annexe 6, lisez le guide 453 et vous aurez plus d'informations. Et à la fin, nous allons totaliser les crédits d'impôt remboursables. Nous avons l'impôt net à payer, la ligne 46, d'accord, moins la ligne 48 200. D'accord? Si vous avez 5 000 impôts à payer, vous avez crédit d'impôt remboursable de 3 000, ben, vous allez payer la différence parce que l'impôt dépasse crédit d'impôt remboursable. Vous allez payer 1 000. Si vous avez impôt fédéral net à payer 4 500 $ et vous avez crédit d'impôt remboursable 5 000, donc vous allez juste recevoir la différence. D'accord? Si jamais vous avez l'impôt net fédéral zéro, déjà zéro, donc impôt fédéral moins crédit d'impôt non remboursable zéro, négatif, c'est-à-dire zéro, vous allez recevoir, si vous avez dans les crédits d'impôt remboursables 5 000 $, vous allez recevoir 5 000 $. 8 000 $, vous allez recevoir 8 000 $. D'accord? C'est ça. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc, j'ai terminé l'explication comment dirais-je, des formulaires qui constituent le document officiel qu'on va utiliser pour déclarer les revenus et les prestations.